Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Main vous fasse. Qu'il est loin le temps des papillons dans le ventre, de la passion dévorante, du temps où l'on ne voyait pas les défauts de sa moitié, des projets enthousiasmants, des voyages en amoureux, des dîners langoureux, de la parentalité heureuse. Ce temps-là est bel et bien révolu. Un beau jour, la rupture sonne à votre porte. Il faut qu'on parle, je préfère qu'on reste amis. Un beau jour, votre Roméo, votre Dulcinée devient un ex. Next, au suivant, à la suivante, ou place à un célibat plus ou moins heureux. Mais que faire de ce lien qui nous a construit? Quel est le statut de cet ex-mari, de cet ex-petit ami? Peut-on vraiment rester amis avec une ancienne relation amoureuse? Et si oui, à quelles conditions? Et comment faire accepter à sa nouvelle moitié le choix de cultiver une amitié complice avec l'ex? Est-il possible de ne pas être jaloux de cette relation privilégiée? Quelles sont les conditions préalables à cette amitié entre ex? Élément de réponse avec nos invités. Trouvez-vous naturel ou bizarre de rester bons amis avec son ex? Entre amitié complice, haine tenace et indifférence polie, racontez-nous vos liens avec vos anciennes amours au 01 45 24 7000 ou en témoignant sur l'appli et le site de France Inter. France Inter. Ali Rébéi. Grand bien vous fasse. Bonjour Cécilia Como. Bonjour Ali. Vous êtes psychanalyste, sexologue et thérapeute de couple et vous avez publié chez Flammarion Le couple parfait n'existe pas, éloge de l'imperfection amoureuse. Bonjour Philippe Breneau. Bonjour Ali. Vous êtes psychiatre et thérapeute de couple, directeur des enseignements de sexologie de l'Université de Paris. Votre nouveau livre, c'est un roman, Taxi Thérapie, chez Serge Safran. On dira un mot en fin d'émission. Bonjour Camille Rocher. Bonjour Ali. Vous êtes psychologue et psychothérapeute familial et de couple et vous avez publié chez Larousse les 5 croyances qui empêchent d'être heureux en couple. Bonjour Sophie Cadalen. Bonjour. Habituée de cette émission, vous êtes psychanalyste, spécialiste du couple, des relations amoureuses et des comportements sexuels. Tout d'abord, est-ce que vous l'aimez, vous Sophie Cadalen, ce mot ex? Ex, dans le Robert, c'est la personne ayant eu antérieurement tel statut civil, familial ou privé, et que le contexte sous-entend, exemple donné dans le Robert, il a organisé un dîner avec ses ex. Alors, je m'étais pas posé la question de savoir si je l'aimais ou non ce mot. Je crois qu'il me choque pas. Il y a quand même l'idée de l'extérieur, du dehors. C'est sorti de quelque chose, quelque part, notre vie, notre cœur, notre tête, notre ventre aussi. Donc non, il me dérange pas ce mot. Cécilia Como. Non, moi non plus. Je suis assez d'accord avec Sophie. Puis je pense que de toute façon, il faut avoir sont des termes assez génériques et même si on voulait un terme un peu plus proche d'une réalité ou plus joli, on reviendrait sur un terme court qui signifie tout et rien en même temps. Il y a quelque chose de sec, de l'ordre du couperet dans ce mot ex, Philippe Breneau. Oui, et puis il y a quelque chose. D'abord, c'est très récent. Oui. Il y a 30 ans, on disait pas ex. Qu'est-ce qu'on disait? D'abord, le couple était en train de se recomposer. Il y a eu un terme qui a été on refait sa vie dans les années 80, c'est-à-dire au début des divorces. Et alors on fait sa vie, c'est-à-dire qu'il y avait une deuxième partie. Par exemple, on divorçait à 40 ans et on allait refaire une deuxième partie de vie. Et puis sont apparues des tranches de vie. Quelquefois, elles ont une dizaine d'années. Alors à ce moment-là, on est dans quelque chose qui est plus compliqué. Et aujourd'hui, je crois que quelquefois ça fait bien d'avoir son ex, mais en tout cas, ce terme est très utilisé, souvent avec bienveillance d'ailleurs, c'est mon ex. Ça dépend. Ouais, ça peut être les deux, mais en fait ça peut être avec bienveillance. Camille Rocher sur ce mot ex. Moi, je partage cet avis. Je trouve que c'est un mot qui, au moins, on va dire que c'est clair, explicite, et voilà, on n'a pas besoin d'aller plus loin. Exactement. Alors, dans son beau livre Rupture, la philosophe Claire Marin nous rappelle que la rupture n'est pas une coupure franche, bien droite, nette. Vous êtes d'accord avec cette idée, Cécilia Como? Il y a autant de ruptures qu'il y a d'individus, et je pense qu'il y a autant de ruptures, que les ruptures en tous les cas sont très colorées par notre histoire infantile et les histoires de couple qu'on a eues avant. Donc je pense que moi je vois des gens qui sont en capacité de rompre franchement, mais la personne qui est en face a toujours l'impression que c'est arrivé subitement, et ça n'existe pas. En revanche, si c'est ce que veut dire Claire Marin, oui, je suis assez d'accord. Il y a un lent processus de départ, même parfois qui est pas vraiment conscientisé par la personne qui va partir. Quand elle l'annonce,
l'annonce, très souvent, le processus est abouti. Mais pour l'autre, c'est un peu le début, en fait, de la rupture, alors que pour celui qui part, c'est un peu la fin d'un process. Philippe Breneau. Oui, moi je crois qu'il y a bien sûr toutes sortes de ruptures, mais il y a beaucoup de ruptures qui n'en sont pas. Parce que, pour être thérapeute de couple depuis très longtemps, lorsqu'on voit un couple qui est en difficulté, il y a très souvent l'un des deux qui ne désire pas trop cette rupture. Il va se rebeller envers le thérapeute, mais enfin, vous allez nous aider à nous réparer. Et moi, je leur rappelle simplement qu'il n'y a qu'une lettre de différence entre réparation et séparation. Sophie Cadalen. Oui, je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Oui, de toute façon, c'est le fonctionnement du couple. On n'est pas dans les mêmes temporalités, jamais. Quoi qu'on en croie. Même dans le côté idyllique de l'amour qui commence, de cette fusion qu'on adore tant, où là tout paraît très clair, parfait. Oui, la fusion que l'on vit chacun n'est pas celle de l'autre. On est toujours dans une espèce d'arythmie, de différence, l'autre est autre justement. Et effectivement, au moment de la rupture, ça éclate. Et cet autre-là, pour le coup, est très agressif, puisqu'il n'est pas dans mon temps à moi. Camille Rocher. Simplement, je rajouterais que le vrai deuil, tel qu'il se travaille, se commence au moment de l'annonce de la rupture et au moment où je prends la décision d'annoncer aussi la rupture. C'est comme quand il y a une longue maladie, le deuil ne commence que à l'annonce de la mort. Et là, je crois que même pour celui qui a fait un processus plus avancé que l'autre, finalement, le deuil commence vraiment au moment où ça va être concret, où il y en a, parce qu'il y en a qui annoncent le deuil, la séparation, et qui en fait ont beaucoup de mal à signer les papiers du divorce, par exemple. Donc c'est vraiment au moment où tout se concrétise que là, on va travailler le deuil dans nos cabinets. C'est très vrai par rapport au deuil, parce que c'est la question quand même de la séparation. Le fait, on va y venir, de rester amis, pour certains, ça va sembler éviter le deuil. Et d'ailleurs, ça peut amener à quelque chose de très compliqué. Il va y avoir des gens qui vont être malheureux dans une sorte d'amitié qui croit être une sorte de reviviscence du couple, et ça ne peut amener qu'à un malheur, une dépression quelquefois. Sophie Cadalen. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Il y a ce côté très surprenant quelquefois de subir effectivement la décision de l'autre et de s'apercevoir que lui, l'affaire est bel et bien finie, bel et bien et la page bel et bien tournée. Avec le côté sidérant, on a l'impression que tout est nié, toute l'histoire qu'on a vécue est niée, parce qu'il est tout à fait capable de refaire sa vie, comme disait Philippe, cette fameuse expression, parce que le deuil a été entamé déjà depuis des semaines, des mois, quelquefois des années, et c'est très choquant. Et effectivement, je crois qu'on ne les voit pas, ces personnes-là, dans nos cabinets respectifs, parce que pour eux, tout va bien, tout va bien. En tout cas, ça recommence. Nous, on voit effectivement ceux pour qui le deuil est difficile, très douloureux, pour lesquels il ne veut pas se commencer d'ailleurs ce deuil, et c'est à ça qu'on travaille. Oui, mais même si le deuil est fait, alors Sophie, on s'est tutoyé, tu évoques que la personne peut se rendre compte que c'est terminé de l'autre côté, mais ça n'enlève pas la résolution. Combien de fois, c'est justement parce que ce deuil n'est pas possible pour la personne que ça soit fait par l'autre. Cécilia Como, ce travail de deuil est essentiel pour éventuellement un jour devenir amis entre ex? Alors ça, c'est une question. Alors déjà, moi, je suis un peu dubitative sur le terme rester ami, parce que je pense que être amoureux et être ami, c'est pas du tout la même chose. Et beaucoup de gens s'imaginent que parce qu'on est amoureux, presque automatiquement est inclus dedans la notion d'ami. Et donc, il suffirait d'enlever amoureux et de rester, de garder quelque chose. Expliquez-nous pourquoi vous êtes dubitative. Parce que moi, je pense que la relation amoureuse est une relation absolument particulière qui ne ressemble pas du tout aux autres, ni à celle qu'on a avec des amis, et qu'on peut être très amoureux tout en n'étant pas les meilleurs amis du monde, ou même des bons amis. C'est vraiment une dimension, être amoureux. Je parle même pas du fait qu'il y a une sexualité en plus dans cette relation, et donc il y a de la séduction, il y a du désir, mais c'est vraiment pour moi une dimension tout à fait à part, que je rappelle souvent d'ailleurs aux couples pour leur expliquer qu'ils essayent de s'appuyer en termes de complicité ou de communication sur une relation amicale qui ne va pas de toute façon bien décrire la leur. Qui partage ce point de vue? Alors, je mettrai une petite nuance néanmoins. Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. Effectivement, l'amour, c'est pas l'amitié. Donc, on passe pas comme ça si facilement, on n'enjambe pas si facilement ce pont de l'amour à l'amitié, surtout quand on s'est aimé. Mais néanmoins, justement, quand on a rompu, il y a des relations qui
après coup, se révèle avoir été plus amicale. Oui, mais c'est pour qu'amoureuse. ça que sur le terme, je préfère devenir ami que rester ami, parce qu'il va se créer quelque chose. Non, c'est ça que je veux dire, justement, que quelquefois on réalise après coup que, en fait, on était plus amis qu'amoureux. Ouais. Et justement, vous parlez de sexualité, du désir, l'importance des corps. Oui, il y a des relations dans lesquelles le corps était pas si présent, si investi. D'ailleurs, ça participe du délitement. On n'avait pas si tant de désir l'un pour l'autre. C'était pas la sexualité, c'était pas cet embrasement-là qui était au cœur de notre relation. Et finalement, voilà, le passage à l'amitié, finalement, simplifie, en tout cas éclaire un peu ce qu'il en était réellement de notre relation. Philippe Breneau, sur cette subtilité, rester, devenir ami Alors, c'est rester, devenir ami, ça m'a fait penser à la situation inversée. C'est-à-dire que vraiment, ce qu'on évoquait à l'instant, amour et amitié, c'est pas la même chose. Et est-ce qu'on passe facilement de l'un à l'autre? Je ne crois pas non plus. C'est le cas, j'en ai vu certains, vous en avez vu chacun, des amis qui sont devenus, je dis pas qu'ils sont devenus amants, qui se sont mis en couple et qui ont vécu et qui se sont mariés. Et je n'ai jamais vu que ça marche très très bien. Parce que très souvent, au départ, quand on est amis, la barrière, c'est que avec un ami, on peut tout se confier parce qu'on n'aura pas d'intimité. Et par contre, ça donne un couple qui est différent. Tant mieux s'ils poursuivent, c'est un peu compliqué. Et puis, chez les amis, il y a vraiment une tolérance qu'il n'y a pas chez les amoureux. C'est-à-dire, chez son ami, on va pouvoir tolérer énormément de choses au nom de l'amitié. En amour, on est beaucoup plus exigeant. Camille Rocher. Ce qui est sûr, c'est que entre rester ami ou devenir ami, il y a de toute façon très souvent quand même un déséquilibre dans ces ruptures, comme on le disait, comme on le constate quotidiennement. On est rarement tous les deux d'accord au même moment, de la même façon. Donc en fait, ça va être un terrain très glissant et on voit évidemment que ça nourrit, et tout à l'heure Philippe le soulignait, ça nourrit parfois des espoirs chez l'un ou chez l'autre. Donc quand bien même moi je me dis on peut rester ami ou devenir ami, pour moi ça ne pose pas de problème parce que c'est clair dans ma tête. En fait, on peut parfois un peu jouer avec les émotions de l'autre et c'est là où ça devient très dangereux et parfois il vaut mieux renoncer à cette amitié plutôt que de prendre le risque de faire souffrir l'autre. Cécilia Como, quel est le principal frein au fait de devenir ami avec son ex? C'est quoi? Ce sont évidemment les violences physiques ou morales, l'infidélité, un divorce difficile, c'est rédhibitoire? Non, mais être ami, déjà, ça dépend aussi de l'ex. On peut, ça dépend de la personne qu'on a en face, ça dépend de l'histoire qu'on a eue. Il y a une chose assez surprenante entre cette question de peut-on rester amis oui ou non, c'est qu'il y a une vraie dissymétrie entre le oui et le non. C'est-à-dire qu'on peut rester amis à la condition que les deux personnes ont une adhésion à cette amitié à l'unanimité, alors que donc il y a une exigence, c'est-à-dire que les deux doivent être sur la même ligne, alors que pour ne pas être ami avec son ex, il suffit qu'un des deux finalement ne soit pas d'accord. Donc c'est beaucoup plus compliqué finalement d'être ami que de ne pas l'être. Ce qui pousse à ne pas l'être, déjà c'est cette première chose, c'est-à-dire qu'il y en ait au moins un des deux, parce que on n'est pas obligé de vouloir être ami avec son ex. On peut simplement ne pas avoir envie. Ça c'est naturel. Et donc dans les noms, c'est surtout alors au-delà du fait que la personne, on n'a pas envie d'être ami avec une personne pareille parce que la relation a fait émerger des traits de personnalité qui nous conviennent pas. Mais il y a ce que disait Camille, c'est-à-dire qu'il y a aussi le fait que après une rupture, si un des deux est en souffrance, ça peut pas fonctionner. S'il y a une ambiguïté, ça peut pas fonctionner. S'il y a l'espoir, il s'est trompé, il va le réaliser, ça peut pas fonctionner non plus. Sophie Cadalen. Oui, il me semble qu'il y a une condition indispensable pour que cette amitié, et elle est possible, existe entre ex, c'est qu'on soit tout à fait pacifié avec soi. Avant même que d'être pacifié avec l'autre. Si on n'a pas fait soi-même le tour de cette histoire, si on se l'est pas approprié en disant voilà, ça n'a pas marché parce que j'étais peut-être pas claire, parce que j'avais pas envie, mais le souci souvent c'est que quand ça ne va plus, on en incombe la faute à l'autre. C'est parce qu'il n'a pas ceci, c'est parce qu'il a trompé, c'est parce qu'il a pas dit, c'est parce qu'il a pas fait, c'est parce qu'il avait promis, c'est parce qu'on ne s'est pas compris. Et donc si ce chemin-là très personnel n'est pas fait, de pacification, finalement d'amitié avec soi-même, ça va pas être possible du tout. Et comme disait Cécilia, de se rejoindre dans une envie commune d'être ami si on n'est pas déjà avec soi. Camille Rocher. La grosse difficulté aussi dans cette amitié, c'est que elle peut
déboucher sur une nouvelle rupture, qui est lorsque l'un des deux rencontre un nouveau partenaire. Et là, dans ces cas-là, le premier va se faire rejeter de nouveau parce que le nouveau conjoint peut dire, écoute, moi j'ai pas du tout envie que tu sois ami avec ton ex, donc en fait, il faut que tu romps cette amitié. Donc ça va être un nouveau rejet, parfois une nouvelle ça peut être vécu comme une nouvelle rupture. Et là, on peut vivre des choses qu'on n'avait pas du tout anticipées. Et c'est en ça où, en effet, oui, ça se prépare. Philippe Breneau. Oui, et puis il y a quelque chose qu'on voit de temps en temps. Mais je crois qu'elle est beaucoup plus fréquente parce qu'ils ne viendront jamais nous voir. C'est, je vais dire, un monde de bisounours. Quelquefois, nous, on va avoir des jugements, on va peut-être appeler ça immaturité. Mais vous connaissez, moi j'ai vu des couples qui se rencontrent entre ex, qui vont se voir régulièrement. Alors, soit ça peut déboucher d'ailleurs sur des relations qui se font à deux, mais enfin, je veux dire il y a des choses qui sont pas terminées. On a parlé tout à l'heure de deuil. C'est compliqué. Je pense que ce n'est pas rare. Parce qu'il y a cette idée qu'on devrait rester toujours amis avec tout le monde. Et puis, pour rebondir sur ce que vous dites, il y a aussi ce cas de figure que justement la rencontre avec un autre, justement après qu'on ait rompu, alors il faut un peu de temps quand même, permettre justement de nouvelles amitiés, qui deviennent des amitiés de couple, avant que d'être une amitié qui retient peut-être les fils d'une histoire qu'on n'a pas tout envie de voir terminer. Ça aussi c'est possible. Gonel Boulet. Oui, ce sont plus des questions aussi. Deux choses. La première, c'est effectivement, on parle d'amitié, mais je pense qu'il y a des degrés très différents. C'est-à-dire entre avoir des relations pacifiées, cordiales, etc., et être amis. Moi, ce que derrière l'amitié, c'est des choses de se confier, etc. Je pense qu'il y a tout un panel et un arc-en-ciel de relations qui sont possibles. Et je pense que c'est pas la même chose d'être ami que d'avoir une relation pacifiée et cordiale. Et la deuxième chose, c'est sur les familles recomposées. Ouais. C'est-à-dire, on en reparlera peut-être. On en reparlera tout à l'heure, justement. Ça impose un lien, quand même. Camille Rocher. Mais je suis complètement d'accord avec ça. C'est que, évidemment, en effet, dans les familles recomposées, quand il y a des enfants, on est obligé de garder ce lien. Donc, en fait, la question va même pas se dire est-ce qu'on peut rester amis ou pas. On n'a pas le choix pour nos enfants. On doit garder une relation parentale, en tout cas, qui va devoir exister. Et ça va être le package que le nouveau conjoint va devoir accepter aussi. Donc, après, je suis complètement d'accord avec Guénaël. Il y a une question sur l'amitié. Quel va être le type de relation et je crois qu'il faut que ce soit cadré. Tout n'est pas possible. Tous les échanges ne sont pas possibles, mais pour autant, il y a un minimum à assurer. C'est vrai que la limite, je crois que c'est mon ex et ma meilleure amie ou mon meilleur ami. Je trouve que ça a peu de sens. Enfin, il faut y réfléchir. Mais parce que tous les couples sont construits quand même sur la fidélité et donc la jalousie. Une phrase que l'on prononce parfois au moment d'une rupture, c'est « Je préfère qu'on reste amis ». Mais pourquoi ne faut-il pas prendre cette phrase au premier degré ? Quelle est la fonction de cette phrase ? « Je préfère qu'on reste amis ». Ça permet de ménager l'autre, Sophie Cadalen ? C'est l'idéal qu'on voudrait. Voilà, c'est surtout celui qui part qui dit ça. S'il veut pas de vagues, allez, tout va bien, laisse-moi partir tranquillement. C'est un peu ça. On aimerait tout ça. Voilà, que ça se passe très très bien, qu'on soit pas embêté par les conséquences de rupture. C'est aussi devant la hantise que notre séparation soit très conflictuelle. Mais oui. Et ami veut pas dire la même chose. C'est-à-dire, je veux qu'on ait des relations paisibles. Et je crois qu'on peut le traduire quelquefois par bon, tu me laisses partir. Voilà. Cécile Como. Oui, mais je pense aussi que on oublie que beaucoup de gens qui quittent sont eux-mêmes dans une souffrance. C'est pas parce qu'on quitte qu'on est guilleret et qu'on serait retenu un peu par la manche et qu'on dit bon ça va lâche-moi. Je pense que il y a des gens pour tous ceux qui ont quitté, ils ont dû se rendre compte que c'est pas aussi simple, qu'il y a aussi une souffrance même quand les gens sont quittés et que je leur explique que celui qui quitte souffre aussi. Ça les interpelle, et je pense que la personne qui quitte tente comme elle peut finalement de s'épargner aussi la profondeur de la rupture et d'amortir aussi ce choc en proposant un lien qui permettrait comme ça d'être un petit peu j'allais dire dans l'écume des vagues de la douleur, quoi, d'essayer comme ça à la fois pour lui-même ou elle-même et à la fois pour l'autre. Gonel Boulet. Oui, et puis est-ce que c'est pas aussi une manière de ne pas nier tout ce qui a été vécu ? C'est-à-dire que on peut effectivement se séparer parce que la vie fait, que c'est trop compliqué, que c'est trop exigeant, que la sexualité, il y a plein de raisons dans le couple pour se séparer, mais que ça veut pas dire que tout est nié dans ce qui a été vécu. Et peut-être que sous le mot ami, il y a l'idée que la personne qu'on a en face, on continue de la respecter, on continue d'en aimer certaines facettes, mais que peut-être ça suffit plus. Salve Eva. Grand bien vous fasse. C'est le pull que j'avais perdu.
Ali Rébéi. Ouais, mais il sent encore ton odeur. Sur France Inter. Est-il vraiment possible de devenir ami avec son ex ? Qu'en pensez-vous ? Le standard vous est ouvert au 01 45 24 7000. Écoutons ce qu'en pensent quelques Parisiens interrogés cette semaine par Alice Galtier et Luna Jamais. On peut rester très bon ami avec ses ex. Ouais, non, moi j'arrive pas. Ça dépend des ex. Parce qu'il y en a, ils sont trop toxiques. Il y a un petit côté tordu quand même à rester ami avec son ex. Si c'est quelqu'un pour qui t'as pas éprouvé des sentiments très forts, oui, je pense que tu peux rester ami avec la personne. Si c'est quelqu'un pour qui tu as éprouvé vraiment de l'amour, j'en doute. Je pense que c'est pas une bonne idée, après j'ai regretté par la suite. En vrai, non, je pense pas, il y aura toujours un truc bizarre. Après tu repenses à des choses et tu te fais des idées, c'est quand même difficile avec le recul. Il y a quelques-unes de mes ex avec lesquelles je suis toujours ami. Elles ont des enfants, elles m'en parlent, elles me parlent de leur chérie et moi aussi. Moi je pense que c'est vraiment pas une bonne idée. On se tient au courant par téléphone, mais pour pas créer d'ambiguïté avec ma compagne, c'est... voilà. Alors moi je suis encore ami avec mon ex, mais ma femme le sait pas, et je pense que si elle le savait, ce serait très compliqué. S'il n'y a plus d'ambiguïté, ni d'un côté ni de l'autre, il n'y a pas de raison pour qu'on passe de tout à rien en fait. C'est plutôt agréable de continuer à partager des choses, même si c'est plus de l'amour, ça peut rendre heureux aussi. Camille Rocher, je rappelle que vous êtes psychologue et psychothérapeute du couple et de la famille. Il y a vraiment deux camps opposés dans ce micro-trottoir. Bon, évidemment, chacun parle avec son histoire, donc forcément les avis divergent. Moi, je crois quand même. Alors après, c'est sûr, on va dire mon public est biaisé parce que c'est ceux que je vois dans mon cabinet, mais quand même, le sujet des ex, c'est rarement... on n'en parle jamais très légèrement. On entend quand même rarement, mais moi, franchement, ça me pose aucun problème que tu sois... Ou alors, c'est pour légitimer que moi, je vois mon ex, donc je vais dire, ça me pose aucun problème que toi, tu vois les tiens. Mais voilà, il y a quand même quelque chose de l'ordre du respect, de l'ordre de la crainte aussi, de se dire qu'il a existé quelque chose, donc ça peut revenir à tout moment. Et ça, je pense que ça peut être très, très compliqué. Philippe Breneau, psychiatre et thérapeute de couple. Et c'est vrai que la jalousie existe pour tout ce qui s'est passé antérieurement, même lorsque c'était bien avant qu'on ait pu rencontrer la personne, et notamment quelque chose qui quelquefois m'avait surpris au départ où je voyais des couples il y a fort longtemps, c'est la jalousie par rapport aux enfants qui ont été eus avec une autre personne. Un peu comme si la compétition n'était pas aujourd'hui, mais c'est intemporel. Et ça, je crois qu'il faut le respecter. C'est beaucoup plus dans une pensée féminine, je trouve. J'ai rarement vu ça, une sorte de rivalité masculine par rapport à des ex bien avant, parce que ça fonde la filiation avec le compagnon. Je crois que c'est quelque chose qui est assez important. Cécile Iacomo, psychanalyste et sexologue. Oui, j'étais restée sur la dernière phrase que vous avez dit. Je pense que chez les hommes, ça s'incarne plus par quelque chose plutôt d'anxieux. Donc ça ne se dit pas, c'est-à-dire qu'effectivement, ils vont pas venir montrer que ça les dérange, mais il y a quand même quelque chose, quand on en parle dans le cabinet, à un moment donné seul, avec eux, ils ont pas oublié en fait ce qui a été dit, ce qu'elle a pu dire sur ses ex, et ils le portent un petit peu avec eux. Beaucoup de réactions ce matin, beaucoup de courriels et de messages sur notre page Facebook. Gia qui nous dit non, absolument non. Si la rupture s'est faite suite à une trahison, pas d'amitié après. Mina nous dit aujourd'hui je m'interdis d'utiliser l'expression mon ex car je me suis rendu compte que ce que j'appréciais c'était l'adjectif possessif mon qui me rassurait alors que justement il n'est plus à moi, le lien est rompu. Sophie Cadalen, psychanalyste. Oui, c'est très joli, ça résume plein de choses. Effectivement, ce qui choque et ce qui est finalement suspect dans cette expression, c'est le mon, c'est pas ex. C'est mon, cette appropriation. Oui, un ex peut être ami, un ex peut faire partie de notre vie, un ex peut rencontrer notre actuel, mais c'est le mon. Voilà, qui va froisser, qui va gêner un peu les choses, qui va rendre justement mettre un peu d'ambiguïté là où justement on va travailler à la dégager. Mais ceci dit, il me semble que dans tout ce qui est dit, il y a une notion qui est un peu oubliée. Oui, c'est compliqué, oui, c'est délicat, mais c'est le temps. Alors, je suis la première à détester cette expression, il faut laisser le temps au temps. Non, on laisse rien du tout. C'est actif, c'est dynamique, c'est évolutif. Mais le temps aussi transforme les choses et peut effectivement rendre tout cela tout à fait possible. Alors ce terme, mon ex, n'est pas qu'un singulier.
très souvent, c'est je ne désire pas que tu vois tes ex. Oui. Parce que il y a quand même, alors si, il y a l'ex dont on vient de se séparer, puisqu'on est dans des recombinaisons, ok. Mais il y a quand même l'idée symbolique, c'est pas ton ex, c'est ce que tu as pu connaître intimement avant moi. Ah oui. Qu'on soit homme ou femme. Et je crois que c'est ça aussi qui est dans l'imaginaire de l'intimité partagée. Et c'est en cela que l'amitié est complètement autre. Est-ce qu'on peut être, alors c'est la question, est-ce qu'on peut être ami avec quelqu'un avec qui on a partagé, comme disait Françoise Héritier, les humeurs. Et nous accueillons Martine. Bienvenue Martine. Oui, bonjour à tous. Alors vous, est-ce que vous avez laissé du temps au temps avant de devenir amie avec votre ex? Je ne crois pas que ça soit de l'amitié. Je pense, je vais vous expliquer, mais je pense plutôt que c'est une forme d'amour inconditionnel, que c'est fait partie de ma famille. J'ai 70 ans et j'ai eu 2 enfants, j'ai 3 petits-enfants. Je suis divorcée depuis 18 ans. C'est moi qui suis partie. Mon ex-mari n'a pas refait sa vie parce qu'il ne le désire pas. Moi, je connais quelqu'un depuis 10 ans, je vis pas à plein temps. Et depuis, donc, après 2 ou 3 ans de rupture totale, moi, je suis retournée vers lui et je suis toujours accueillie chez lui et il peut venir chez moi à des fêtes de famille. Mais il ne voit pas mon nouveau compagnon. Là, j'ai perdu ma mère il y a 3 mois. Je suis fille unique, donc pas de personne avec qui partager mon deuil, mon processus de deuil. Et je fais de la méditation consciente et mes besoins vont vers mon ex-mari, qui est la seule personne qui sait me consoler. Parce que nous avons grandi ensemble. Nous sommes toujours un couple parental avec un enfant qui a un handicap invisible. Donc, je voulais avoir la confirmation si c'est bien ce que je ressens de l'amour inconditionnel, sachant qu'aujourd'hui, je suis dans une nostalgie et une tristesse profonde, mais que j'en ai pleinement conscience. C'est mon processus de deuil et ça va se terminer. Très joli témoignage de Martine. Cécilia Como. Oui, et justement, Martine, vous soulevez quelque chose sur très important sur la raison que peuvent avoir des gens à vouloir être amis. C'est justement cet amour inconditionnel. Quand on est un peu idéaliste, et c'est une bonne chose de l'être, il y a cette volonté aussi de garder, de faire perdurer quelque chose qu'on a trouvé très fort. Et puis, on peut aussi se poser la question, effectivement, dans l'autre sens. Pourquoi est-ce qu'il faudrait que cet amour et cet attachement disparaissent si ni l'un ni l'autre avons envie qu'ils disparaissent. Et la deuxième chose aussi qui peut être une motivation, c'est effectivement la famille de l'autre. Moi, j'ai des gens qui ont rencontré dans leur belle famille une vraie famille. Et quitter leur conjoint, ça supposerait quitter cette famille. Et ça, c'est quasiment impossible. Il y a vraiment quelque chose qui s'est construit. Sophie Cadalen. Oui, Martine, je ne suis pas sûre que le terme amour inconditionnel soit vraiment le juste. Mais c'est un amour, indéniablement, c'est un amour. Avec sans doute certaines conditions, les conditions de votre relation, de l'environnement. Et effectivement, pourquoi pas défendre cet amour? Pourquoi pas le garder dans notre vie? Si c'est possible, si tout le monde est d'accord, et si ça réclame de ménager un peu votre compagnon actuel en le tenant un peu à l'écart de ça, si on assume effectivement cette volonté-là et que ça nous fait du bien, notamment dans cette période très difficile de souffrance et de deuil, et oui, c'est un amour, voilà, qui existe toujours et qui fait partie de votre vie. Merci beaucoup Martine pour votre joli témoignage. Un message de Marianne qui nous dit qu'elle ne s'est jamais sentie aussi proche de son ex depuis qu'elle s'est séparée de son compagnon. Je la cite, c'est sans doute parce que je n'ai plus aucun désir pour lui, ni espoir de reconquête. Camille Rocher. Oui, de toute façon, c'est toujours, je pense qu'il y a vraiment la question de ce qui est possible pour moi et encore une fois, ce qui est possible pour l'autre. C'est vrai que j'insiste parce que il y a tellement de quiproquos dans ce genre de relation. Donc si pour moi c'est possible, mais en fait l'autre n'ose pas me dire que de temps en temps je rentre chez moi alors on s'est vu, on a passé un très beau moment et en fait je rentre chez moi et j'ai comme une forme de nostalgie parce que c'est douloureux et tous ces moments-là me rappellent aussi qu'il y a des belles choses qui existent entre nous. Est-ce qu'on n'a pas fait une erreur finalement en se séparant, tout ça?
Donc il faut toujours se questionner. Est-ce que pour toi ça te fait souffrir ou est-ce que ça reste juste une amitié qui n'a pas de double jeu qu'on n'oserait pas se dire. Et puis voilà. Et puis après évidemment les nouveaux conjoints aussi. Alors justement à propos des nouveaux conjoints, comment rassurer sa nouvelle moitié quand on cultive une amitié avec son ex? Sophie Cadalen, comment savoir s'il n'y a pas anguille sous roche? Comment faire confiance les yeux fermés? Alors ça, je ne sais pas. Ouvert. Je ne sais pas. C'est mieux. Ouvert, c'est mieux, oui. Voilà. La question que je me pose, c'est est-ce qu'il s'agit tant que ça de rassurer toujours l'autre? Est-ce que c'est pas ça aussi le contrat d'un couple? En tout cas, la maturité d'un couple, c'est on assume ce qu'on vit, on assume ce qu'on veut, on assume qui on voit, et l'autre assume de peut-être ne pas vouloir de peut-être avoir du mal à, mais est-ce que c'est à soi de prendre la responsabilité de l'autre en le rassurant, en le confortant, en lui disant tout par exemple, ce qui me semble être un piège absolument terrible et qui ne marche pas, ça ne rassurera pas l'autre. Philippe Breneau. Oui, et puis ça amène le principe de vérité dans le couple, parce que c'est compliqué de ne pas vouloir blesser, et puis par exemple de sinon mentir, la personne dira je ne mens pas puisque je fais quelque chose que je ne pense pas illicite, je ne fais que voir amicalement et je la soutiens peut-être. C'est compliqué d'arriver dans un couple, parce que les couples sont fondés quand même depuis une vingtaine d'années, c'est beaucoup plus vrai qu'auparavant. Les couples sont moins ouverts de cette façon-là, sur des principes de fidélité, donc de jalousie, et souvent c'est pas compréhensible. Et je crois que ça doit être peut-être dit dès le début du couple. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun doute que si je vois mon ex avec qui je vivais, c'est pas du tout pour la revoir, mais ça me paraît bizarre que je ne la vois pas pendant, je sais pas quoi, 2 ans, 3 ans, et on va peut-être se rencontrer, mais ça sera complètement dans une distance, dans une relation amicale. Après, ça dépendra de l'autre personne, mais il faut pas faire les choses. Il faut pas que ça amène à des mensonges, ce qui arrive souvent. C'est ce qu'on rencontre tout le temps. François nous dit que son ex est devenu son meilleur confident. C'est celui, je le cite, qui sait m'écouter en cas de coup dur ou en cas de nouvelle rupture. L'ex, c'est le confident idéal. C'est un repère affectif sécurisant. Cécilia Como. Alors je pense que c'est assez rare en réalité. Oui, ce que vit François, et tant mieux, parce que encore une fois, il s'agit pas d'avoir envie de se confier. Il s'agit surtout que celui qui écoute soit en capacité psychique et apaisée d'écouter, ce qui est quand même compliqué parce qu'il y a une notion derrière la jalousie de ce qui s'est passé avant et derrière le fait de ne pas être assuré. Je pense que c'est une notion de préférence. C'est-à-dire que on peut essayer d'en sortir, mais il me semble que chaque être humain qui entre dans une histoire amoureuse a profondément envie d'être la préférence de l'autre. C'est d'ailleurs ce qui fait toute la différence en devenant amis, c'est qu'on passe d'être la préférence de quelqu'un à être un parmi d'autres amis. Camille Rocher. Ouais, et selon moi, et Martine le disait tout à l'heure, il faut faire attention parce que à vouloir être consolé, par exemple par son ex ou se confier à son ex, on peut enlever aussi cette possibilité de mon conjoint de me consoler, d'être mon confident. Et très souvent, on s'habitue en fait à une forme d'écoute qu'a mon ex, mais en réalité, il faut aussi qu'on arrive à travailler, et ça, le couple en a absolument besoin, à travailler ses confidences, à travailler cette consolation qu'on va pouvoir s'offrir l'un l'autre. Ça fait partie d'un départ d'intimité émotionnelle qui après va déboucher d'ailleurs à l'intimité sexuelle. Donc, il faut quand même donner ce privilège, voilà, à son nouveau conjoint. Et néanmoins, c'est là que je parlais de maturité du couple, c'est effectivement bien sûr que la jalousie fait partie de la relation, du désir, l'exclusivité, on la voudrait, la certitude absolue d'être tout pour l'autre, depuis toujours et à jamais. Mais c'est là qu'il s'agit d'être un peu adulte quand même. C'est qu'il y a des vies avant, il y a une vie qui continue, il y a une vie pendant, et il y aura peut-être une vie après, mais celle-là on s'en occupe pas encore. et c'est là que je crois que l'énergie doit pas être mise à convaincre absolument l'autre qu'il est justement le seul, l'unique, le premier pour toujours. C'est que là un petit peu, et peut-être quelquefois assumer, oui, je m'entends bien avec mon ex, ça te dérange peut-être, je suis au clair avec moi, avec lui, à toi aussi de cheminer. Si toi tu n'es pas capable de ça avec ton ex, c'est ton histoire, mais je crois aussi qu'il y a des moments où on ne peut pas négocier sur nos choix, nos affections, nos amitiés, et que c'est aussi à l'autre
de cheminer. Oui, Sophie Cadalen. Je trouve très bien effectivement de souligner que faisons de la place, enfin en tout cas, voilà, autorisons-nous ces sentiments pas avouables, un peu méchants, très mesquins, pas du tout dans la bienveillance et dans l'harmonie et dans l'amour qu'on nous vante aujourd'hui. Non, accepter l'autre, s'accepter soi, c'est faire aussi avec nos petits trucs là, pas terrible, mais voilà, une fois admis, ça passe encore plus facilement. Et c'est vrai que dans le club des marâtres, il y avait un nombre incalculable de témoignages de femmes qui, sincèrement et ouvertement, pouvaient dire à quel point même certaines détestaient en fait leurs beaux enfants, tout en étant pas mauvaise, mais avec ce rapport à l'autre extrêmement compliqué. Je pense que c'est d'autant plus compliqué quand on est soi-même dans une insécurité émotionnelle, parce que c'est ça qui va faire aussi qu'on se compare beaucoup, et c'est aussi cela qui va faire qu'on attend de l'autre qu'il nous rassure en nous nommant finalement préférés parmi les préférés, et que cette insécurité émotionnelle, elle peut évidemment se jouer au niveau des enfants qui bénéficient pour le coup d'une préférence énorme au niveau de l'amoureux ou de l'amoureuse. Grand bien vous fasse. Ali Rébi sur France Inter. Est-il vraiment possible de devenir ami avec son ex? Standard ouvert au 01 45 24 7000. J'aimerais qu'on évoque rapidement les conditions nécessaires pour devenir ami avec son ex. Camille Rocher, psychothérapeute. Il faut d'abord s'assurer peut-être qu'il n'existe plus aucune rancœur avec son ex, que tous les dossiers soient réglés, soient Oui, alors les conditions, apurés. Ce dont on avait parlé, c'est ça, c'est qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, de non-dit. Voilà, exactement, qu'on soit sûr que pour l'autre ce soit pas source d'espoir encore de quelque chose, que ça nourrisse un lien en fait pour lequel l'autre n'arrive pas à faire son deuil réellement, que ça empêche une reconstruction ailleurs. Ça c'est important. Après, quand il y a un nouveau conjoint qui arrive, je dirais que le cadre, ça va être, si on garde des liens, ça va être de ne pas polluer le foyer de ça. C'est-à-dire qu'on va éviter les textos dans le lit conjugal. Voilà, attends, désolé, il y a juste mon ex qui m'envoie un message. Voilà, ça c'est. Non mais en fait on rigole, mais vous savez, entre les réseaux sociaux, vous avez raison. C'est tout le tapet tout en présent, et puis c'est un peu énervant de voir sur la table basse voilà l'ex qui arrive, enfin bon. Donc ça je pense qu'il faut faire très attention, et je crois aussi, on parlait de confident, se confier parfois sur le nouveau couple qu'on a créé à son ex, se confier à son ex là-dessus, sur ce sujet. L'ex va parfois interpréter, nous aider, nous donner des conseils en fonction de ce que lui a vécu avec nous, de ce qu'elle a vécu avec nous. Mais attention, parce que le couple qu'on a vécu ensemble, je suis pas forcément la même dans ce précédent couple que dans le nouveau couple. Et donc, il peut y avoir quand même des biais, et quand bien même on a l'impression d'être bien conseillé parce qu'il me connaît bien, il a vécu avec moi, en réalité, attention, parce que on ne connaît pas l'autre, on ne connaît pas l'intimité du couple, et je pense que là aussi, il peut y avoir des biais qui peuvent polluer la nouvelle relation. Alors, l'amitié avec une ex peut donc être possible, mais que faire si le désir sexuel renaît de ses cendres? Je me souviens d'un épisode dans la belle série Seinfeld où Jerry et Hélène, qui sont devenus amis, couchent un jour à nouveau ensemble, et au bout de quelque temps, une gêne s'installe. Oui. Comment expliquer cette gêne alors qu'on s'est connus charnellement, qu'on se connaît bien sexuellement? Mais Philippe Bruno, psychiatre. C'est un petit peu un retour de flamme. Et moi, j'ai vu des couples qui redémarraient à partir de cela. Alors bon, on va dire, tiens, peut-être que c'est une renaissance nécessaire. Mais dans tous les cas, ça va déstabiliser deux autres personnes, puisque, enfin, s'il y a deux couples qui se sont faits. Mais c'est vrai que les rencontres, je crois, dans ce cadre-là, doivent être extrêmement soft. Et dans le soft, il n'y a certainement pas la dimension charnelle. Cécilia Como, qu'est-ce que vous en pensez de ces ex qui peuvent être célibataires et qui remettent le couvert? Désir et amour, c'est pas la même chose. Donc on peut être effectivement amis ou être devenu amis et avoir du désir. Bon, le retour de flamme, je pense que oui, puisque en général ça vient avec un apport d'oxygène. Donc quand on n'est plus ensemble, cette distance est en soi l'oxygène nécessaire. Il y a des gens pour qui c'est plutôt pas mal. C'est même mieux sexuellement que ça n'a été, certainement moins entravé par l'amour, par l'affection, avec justement cette distance. Et puis il y a des gens
comme on entendait dans l'extrait, où finalement la question se pose pas, parce que comme on estimait qu'ils étaient très mauvais amants avant, on n'a pas du tout envie de réitérer l'expérience. Je suis curieux d'avoir l'avis de Sophie Cadalen. Oui, il y a quelque chose finalement dont on ne parle pas, c'est la possibilité aussi, parce qu'on a tendance à considérer le sexuel comme un peu sacré. Voilà, s'il y a eu de la rencontre des corps, c'est un peu religieux tout ça. Hein. Voilà, donc forcément il y a un lien indéfectible qui nous rattache, sauf que quelquefois, on retrouve l'ex, il n'y a absolument plus de désir. Et peut-être qu'on a été bons amants pour autant, mais si cette dimension-là a disparu, oui, on peut se revoir en toute allégresse si on est au clair avec nos histoires réciproques. Merci à tous pour vos éclairages. Merci Cécilia Como, Sophie Cadalen, Camille Rocher. Merci Philippe Breneau. Votre nouveau livre Taxithérapie chez Serge Safran, en 10 secondes. Alors c'est un roman, c'est tout simple, c'est un roman de la conjugalité. C'est un chauffeur de taxi qui est psychanalyste dans Paris. Et ça m'est venu d'une histoire où un chauffeur de taxi m'a dit « Vous êtes psychiatre, mais vous et moi, on fait le même métier. Vos patients sont allongés, ne vous voient pas. » Et c'est exactement la même histoire. Ça s'appelle Taxithérapie et c'est publié chez Serge Safran. Mais tiens, j'ai pas cité un de vos livres, Sophie Cadalen. Vivre ses désirs. Oui. C'était génial. Vivre ses désirs vite. C'est ça, non? Super. L'amour sans mode d'emploi. Il y en a tellement. Moi, j'ai couple, l'amour sans mode d'emploi. Moi, j'ai beaucoup aimé votre livre sur le désir, Sophie. Vivre ses désirs vite.